Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en Slovaquie. La première chose à savoir sur la Slovaquie, c'est de ne surtout pas le confondre avec la Slovénie ou la Slavonie. Donc, la raison pour laquelle d'abord on confond Slovénie, Slavonie, Slovaquie, effectivement, les mots se rapprochent. Et les mots se rapprochent parce que étymologiquement, ils viennent du mot slavo, qui veut dire en slave, le mot ou la parole. Donc, autrement dit, ceux qui parlent le même mot, la même parole, donc autrement dit, ceux qui parlent la même langue. Donc, la confusion est tout à fait légitime. Mais, grâce à cette vidéo, grâce à cette chaîne YouTube, vous n'allez plus pouvoir confondre ces pays. D'abord, la Slavonie est un territoire situé au nord de la Croatie. Bon. Mais la confusion, c'est surtout entre la Slovénie et la Slovaquie. On a retrouvé plus de 600 kilos de courrier adressés à la mauvaise ambassade, puisque les noms se rapprochent. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais par exemple, ici à Abu Dhabi, les deux ambassades se trouvent au même endroit. Curieux, j'ai donc cherché s'il y avait d'autres ambassades dans le monde, ambassades slovaques et slovènes qui étaient proches, et j'ai remarqué qu'à Paris ou à Berlin, les deux ambassades étaient à peine à 5 minutes à pied. Donc, pour ne plus confondre ces deux territoires, je vais vous présenter la Slovaquie. Et donc, vous voyez quoi? Vous voyez que la Slovaquie, d'abord, est un pays d'Europe centrale. Alors oui, la Slovénie aussi, mais on considère plus comme un pays d'Europe du Sud. Et puis, la Slovaquie, elle a pour territoire, pour voisins, la République tchèque, l'Autriche, la Hongrie, l'Ukraine et la Pologne. Alors que la Slovénie, elle a pour voisins, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie. Et puis, effectivement, vous avez des montagnes dans les deux. Mais ici, vous avez les Carpates, tandis qu'en Slovénie, vous avez les Alpes. Enfin, effectivement, les drapeaux se ressemblent, puisque ce sont deux pays slaves avec les couleurs bleu, blanc, rouge, mais vous voyez que vous avez une croix qu'on vient de voir au début, avec trois montagnes. Et s'il faut encore différencier, effectivement, ils parlent une langue slave, mais c'est deux familles complètement différentes. Le slovaque, c'est une langue du groupe du slave occidental, tandis que le slovène, c'est le groupe du slave méridional. Donc, vous ne pouvez plus confondre les deux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et vous connaîtrez encore plus de choses. Donc, j'ai dit que la Slovaquie est un pays d'Europe centrale. Elle a pour frontière la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie, avec qui, justement, ils faisaient partie du même ensemble. Ils faisaient partie de l'Empire autrichien. Et justement, vous avez la plus longue frontière de la Slovaquie, c'est avec la Hongrie, plus de 600 km. D'ailleurs, on voit que le pays, la Slovaquie, est beaucoup plus tourné vers ses voisins occidentaux et méridionaux que vers le nord. D'ailleurs, la Slovaquie a été pendant très longtemps surnommée la Haute-Hongrie. Mais vous avez aussi une frontière avec l'Ukraine et la Pologne. La Pologne, c'est la deuxième plus longue frontière de la Slovaquie, plus de 500 km, mais vous voyez que le relief est très escarpé et au final, c'est pour cela que le territoire slovaque est beaucoup plus tourné vers le sud. Justement, concernant le relief, parlons-en. Eh bien, vous voyez ici et c'est très flagrant, que le territoire, les 2/3 du territoire slovaque, ce sont des montagnes. Et quelles montagnes, en fait? Ce sont les Carpates. D'ailleurs, vous voyez que les Carpates, c'est un S qui est à l'envers. Et les Carpates, elles commencent où? Elles commencent dès la sortie de Bratislava. Vous avez ici les petites Carpates, vous avez la petite et la grande Fatra, et vous avez les hautes et les basses Tatras. D'ailleurs, c'est là où vous allez retrouver le point culminant de la Slovaquie avec le Piek Gerlach à 2655 mètres. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi les monts Jarnik à l'ouest, les monts Beskids, qui sont les Beskids sont la frontière avec la Pologne, et ici à l'est, on commence les Carpates orientales, sans oublier les moyennes montagnes slovaques et les monts métallifères slovaques. Le tiers restant du territoire slovaque est composé de plaines. Vous avez ici la plaine pannonienne ou la plaine hongroise dont nous avons déjà parlé pendant la vidéo de la Hongrie. Donc ici, vous avez notamment la Morava. La Morava, c'est le fleuve qui fait la frontière entre la Tchéquie et la Slovaquie, puis entre l'Autriche et la Slovaquie. La Morava, justement, se jette dans
le Danube, au niveau de la forteresse de Devin qui a complètement été dévastée par Napoléon, avant que le Danube prenne le relais. Donc le Danube fait justement la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie, et avant cela, elle passe dans la capitale Bratislava. Le petit territoire qui est ici a été rajouté en 1918 à la Tchécoslovaquie, dont la Slovaquie faisait partie, pour justement permettre le développement d'un port fluvial, puisque, comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un pays enclavé. Il faut rajouter deux fleuves principaux. Ici, un qui prend ses sources dans la petite Fatra qui passe par Žilina, c'est le Vin, et un deuxième, le Haron, qui prend ses sources dans les basses Tatras, qui passe par Banka Bistrica et qui se jette aussi dans le Danube. Vous avez une autre plaine où vous allez retrouver Prešov et Košice, mais qui est moins importante. On finit par dire, on rajoute que le climat est continental. Concernant la géographie humaine, il s'agit d'un pays qui est peu peuplé. On a à peu près 5 millions d'habitants. C'est-à-dire que la population de la Slovaquie est entre la Norvège et la Finlande. Et ce qu'on constate, c'est que 70% des Slovaques sont en fait citadins, alors qu'ils étaient 46% en 1960. Ça veut dire que la Slovaquie est demeurée un pays rural jusque dans les années 60 et que ce taux augmente petit à petit, mais il est à mi-chemin entre les pays occidentaux et, par exemple, un pays comme la Roumanie ou la Bulgarie. Vous n'avez pas une très grande différence entre la capitale, Bratislava, qui a plus de 400 000 habitants, et Košice, qui est la deuxième ville du pays, la principale ville de l'Est, qui est à 200 000 habitants. Donc entre 400 000 et 200 000, vous avez un rapport de double. Donc on n'est pas dans une macrocéphalie non plus, puisque Bratislava n'accueille que 8% de la population de la Slovaquie. À titre de comparaison, vous vous rappelez que que Budapest ou Vienne accueillaient beaucoup plus. À noter également que 22% de la population slovaque est vieillissante et qu'il s'agit d'un pays qui est plutôt homogène puisque vous avez 85% de Slovaques et une minorité hongroise qui est à 10%. D'ailleurs, la minorité hongroise, vous le voyez, elle est ici dans le sud. Donc, cette géographie humaine, elle se répercute quotidiennement puisque si vous souhaitez aller de Bratislava à Košice, donc la deuxième ville du pays, en fait, vous avez mieux fait de passer par la Hongrie, c'est beaucoup plus pratique. Donc, concernant le découpage administratif, on voit qu'il y a 8 kraïs. Et ces 8 kraïs, ces 8 régions, en fait, elles ont été plus dessinées, elles ont plus été décidées pour des raisons équitables que pour des raisons géographiques. Par exemple, nos départements français suivent toujours un cours d'eau ou historique. Par exemple, en Autriche, on avait vu que les Länder épousaient généralement d'anciens duchés ou principautés, par exemple Salzbourg, Styrie, Carinthie. Là, on a essayé de découper le plus arithmétiquement possible le pays. Et d'ailleurs, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que chaque kraï a à peu près une superficie de 5-6 000 km². Il n'y a pas un kraï qui est beaucoup plus grand que l'autre. Et concernant la population, on a le même constat, puisque on voit que Prešov est le kraï qui a le plus grand nombre d'habitants, avec 800 000 habitants, tandis que Trnava en a 500 000. 500 et 800 000 habitants, ce n'est pas une grande différence. D'ailleurs, on aurait pu penser que le kraï de Trnava aurait été englouti par celui de Bratislava, et au final, on voit que c'est bien deux kraïs différents pour éviter de créer un déséquilibre. Parce que, au final, le déséquilibre, il existe. Il est ni géographique, ni démographique, comme on l'a vu, il est économique. Et on va dire que c'est ce que le gouvernement de Bratislava ne peut pas faire, puisque Bratislava, à lui tout seul, représente 40% du PIB slovaque, 40%. Ou autrement dit, on gagne 3 fois plus à Bratislava que dans le reste de la Slovaquie. Et la raison, elle est toute simple, c'est qu'en fait, vous êtes à peine 1 heure de la capitale de Vienne.
Alors, si vous voulez visiter la Slovaquie, eh bien, c'est simple. Vous avez différents endroits. C'est surtout un patrimoine naturel. Vous avez les Tatras, vous avez le parc national du Petit Fatra. Vous avez bien évidemment un patrimoine culturel à Bratislava, à Košice. Et vous avez les forteresses de Spiš, de Rava, de Bojnice. Vous avez les églises en bois classées au patrimoine de l'UNESCO. Et vous avez les grottes d'Obština et le village de Vilokinec. Donc, vous voyez, vous avez quoi faire. Si vous aimez la randonnée, si vous aimez les villes, vous pouvez, et je vous recommande vivement de visiter la Slovaquie. Alors, concernant la langue officielle, effectivement, la langue officielle de la Slovaquie, c'est le slovaque. On l'a vu dans la vidéo de la Tchéquie, le slovaque est une langue qui appartient au groupe des Slaves occidentales. La langue officielle la plus proche du slovaque est le tchèque. Et effectivement, une langue intermédiaire encore plus proche, c'est le morave. Il faut noter que l'alphabet slovaque est l'alphabet latin le plus long, puisqu'il comprend 46 lettres. Et vous avez quand même une minorité dans le sud du pays. Et par conséquent, bien que le pays soit homogène à 85%, les 10% de la minorité hongroise souhaiteraient que le hongrois soit langue officielle. Ce n'est pas le cas, mais c'est le cas au niveau local, au niveau des municipalités. Alors, comme on l'avait souligné dans la vidéo sur la Tchéquie, en fait, les Slaves, ce sont des peuples, des tribus qui, auparavant, se trouvaient vers la Biélorussie. Et comme vous le savez, à partir du 5e et du 6e siècle, il y a eu des migrations massives, notamment dues aux pressions démographiques d'Asie. Et les tribus germaniques qui étaient justement installées sur le territoire slovaque actuel ont migré vers les territoires actuels de l'Allemagne. Et les Slaves ont, eux, du coup, migré pour occuper le territoire de la Slovaquie actuelle. Et donc, c'est pour cela que la Slovaquie est peuplée d'un peuple slave, qui sont les Slovaques. 2 siècles plus tard, comme vous le savez, eh bien, il y a eu la Grande Moravie. Donc, la Grande Moravie, je vous rappelle, c'est un grand royaume païen pour lequel, justement, l'Empire byzantin avait envoyé Cyril et Méthode pour que le royaume puisse se convertir. Bon, ça ne sera pas le cas, mais c'est effectivement un royaume important qui est sur la Bohème, la Moravie et la Slovaquie. D'ailleurs, la principauté de Nitra, et qui est une des principautés qui existaient en Slovaquie, va être intégrée dans ce grand ensemble. Et à partir de 906, vous avez les Hongrois qui sont arrivés, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur la Hongrie. Et en fait, les Hongrois, donc c'est un peuple, on répète, qui viennent d'Asie, qui s'installe dans cette grande plaine pannonienne, qu'on va la renommer la grande plaine hongroise, et qui vont du coup repousser les différents peuples qui sont autour. Et c'est pour cela que bien, les Slovaques ou les Slaves qui habitaient dans la plaine, avec d'autres peuples, notamment les Avars, eh bien, ils vont se retrouver sur les montagnes. Et je vous ai dit, la Slovaquie est un pays montagneux. Et pendant plus de 1000 ans, eh bien, les Slovaques vont devoir subir la domination hongroise, puisque les Hongrois vont complètement dominer, et on l'a vu dans le royaume on l'a vu sur la vidéo de la Hongrie, eh bien, la Hongrie est une puissance médiévale importante, et elle va redynamiser la région, notamment ce sont les fameuses mines, les mines de Banka Štiavnička, donc on l'avait déjà vu aussi en Tchéquie, et donc ça va attirer des colons hongrois, qui étaient déjà installés dans la plaine. Ça va aussi attirer des colons saxons, donc vous allez avoir une petite minorité allemande, et les Slovaques qui gravitent autour. Et du coup, le roi de la Slovaquie, c'était le roi de la Hongrie, jusqu'à la bataille des Mohacs en 426, dont nous avons déjà parlé, au cours de laquelle les Ottomans vont littéralement décapiter l'état-major hongrois, puisque Louis II de Jagellon va mourir. Et en fait, ce qu'il faut retenir pour la Slovaquie, c'est que la nation slovaque va exister avant qu'un État slovaque apparaisse.
Alors, pourquoi? Donc, après la bataille de Mohacs, on l'a déjà dit, c'est Ferdinand Ier de Habsbourg qui va devenir roi. Donc, vous avez le roi des Habsbourg, donc c'est Vienne qui contrôle, suivi de la noblesse hongroise, suivi, effectivement, du peuple slovaque. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, donc à partir de la révolution industrielle, on voit apparaître effectivement les Slovaques qui étaient plutôt en zone rurale. Certains vont aller en ville, vont exercer des métiers comme marchands, comme avocats, etc. Donc on voit l'apparition d'une petite bourgeoisie slovaque et avec elle, effectivement, l'apparition des premières revendications identitaires, et ces revendications identitaires vont se faire par la langue. Et justement, en 1780, vous avez Anton Bernolak qui va publier la première grammaire slovaque. Ensuite, vous avez la Révolution française, vous avez le printemps des peuples en 1848, où justement François-Joseph, comme on l'a vu, va octroyer une constitution à ces différents États. Et on assiste à une première période de libéralisation, donc qui serait propice pour le peuple slovaque de s'émanciper. Et justement, c'est à partir de ce moment-là que l'on voit des auteurs comme Jan Holi, comme Chelupka, qui vont écrire de plus en plus en slovaque, notamment des poésies, des romans. Vous avez aussi Jan Kolar ou Pavel Safarik, qui eux vont aussi bien écrire en tchèque qu'en slovaque, mais qui vont faire la promotion de la langue slovaque. Malheureusement, en 1867, comme vous le savez, François-Joseph Ier doit revoir les rapports de force au sein de son empire multiethnique, puisqu'il a été défait à la bataille de Sadowa, et la Hongrie devient le premier partenaire, puisque c'est pour ça qu'on va appeler l'empire austro-hongrois, et la Slovaquie va faire partie de cet ensemble hongrois qu'on appelle la Translétanie, qui est ici, et dans cet ensemble, la Hongrie va réaffirmer le caractère officiel de la langue hongroise, même y compris en Slovaquie, et aux dépens des 2 millions de Slovaques qui vivaient sur le territoire. Et il faut savoir aussi, dernière chose, que la Slovaquie, au même titre que la Hongrie d'ailleurs, n'a pas connu la révolution industrielle telle qu'elle a pu exister en Bohême ou à Vienne. Donc on a effectivement un développement économique qui est différent entre la Tchéquie et la Slovaquie. Ici, je me suis amusé à faire justement une répartition ethnique entre justement les villes slovaques et les régions slovaques en 1910. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est très intéressant, je trouve. Donc, vous avez les villes, Bratislava, Trnava, Nitra, Třečín, Košice, Prešov, Žilina et Banka Bystria, qui sont aujourd'hui les 8 kraïs de la Slovaquie. Et dans ces villes, on voit en bleu, ce sont les Hongrois, en rose, les Allemands, et j'aurais pu rajouter aussi les Juifs, et en orange, les Slovaques. Eh bien, à Bratislava, à Trnava, à Nitra, à Třečín, à Košice et à Prešov, dans aucune de ces villes, en fait, slovaques aujourd'hui, eh bien, les Slovaques ne sont majoritaires. Ce sont les Hongrois qui sont majoritaires. Vous voyez, à Nitra, ils sont même des 60%. Vous voyez même à Bratislava, les Slovaques ne forment que 15% de la ville, de la composition ethnique de la ville en 1910. Mais attention, lorsqu'on regarde ce deuxième tableau, on voit, donc ce sont les mêmes régions, donc ici c'est la ville principale de chaque région, et là on voit quoi? Alors effectivement, même si Bratislava ou le kraï de Bratislava demeure majoritairement hongrois, on voit que à Trnava, à Nitra, à Třečín, à Prešov, à Žilina et à Banská Bystrica, que la plupart des régions sont d'origine slovaque. Eh bien, la conclusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les Slovaques sont avant tout un peuple rural. Donc, les Hongrois sont une minorité citadine. Et c'est pour cela que vous avez effectivement un pouvoir économique, puisque les Hongrois étaient la noblesse. Donc, effectivement, on pourrait conclure que c'était les propriétaires terriens.
et les Slovaques étaient la masse paysanne. Donc, pourquoi les Alliés, après la Première Guerre mondiale, décident de créer un État slovaque? Eh bien, ce n'est pas parce que les Hongrois sont majoritaires, même si ils le sont à Bratislava et à Košice, et qu'ils le sont majoritairement en ville. Le territoire slovaque, lui, dans son ensemble, il est slovaque. Et donc, on arrive à la fin de la Première Guerre mondiale, où les Alliés décident de créer un nouvel État, comme on l'a vu, la Tchécoslovaquie. Alors, la Tchécoslovaquie, qu'est-ce que c'est? On a vu qu'après le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919, on crée la Tchéquie. Après le traité de Trianon en 1920, on crée la Slovaquie. On assemble les deux et on crée la Tchécoslovaquie qui assemble la Bohème, la Moravie, la Slovaquie et la Ruthénie subcapartique. Donc ces quatre ensembles forment la Tchécoslovaquie. Alors on l'avait vu, la Tchécoslovaquie, c'est pas un État fort, c'est pas un État viable. Pourquoi? Parce que, effectivement, en 1930, 41% seulement de Tchécoslovaques sont tchèques. Si on rajoute les Slovaques, ça veut dire qu'à peine la moitié des Tchécoslovaques sont soit tchèques, soit slovaques. Et l'autre moitié est allemand ou hongrois. Et je vous ai expliqué pourquoi. C'est parce que justement, dans les 14 points de Wilson, on avait considéré que les peuples vaincus n'ont pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, cette minorité allemande n'a aucunement envie de faire partie de la Tchécoslovaquie, et de même la Hongrie. Et pourtant, je vous avais signalé que économiquement, la Tchécoslovaquie était la 10e puissance industrielle, surtout en Bohème-Moravie, que politiquement, c'était un régime parlementaire qui s'est développé, et donc la Tchécoslovaquie avait toutes les raisons de pouvoir marcher. Alors, pourquoi les Alliés ont créé un État ethniquement faible et peu fiable, pardon? Eh bien, parce qu'ils voulaient justement créer un État allié à eux, fort en Europe centrale, qui aurait permis de contenir les différentes montées nationalistes, les différentes poussées nationalistes, et ne pas remettre en cause, et notamment, surtout pour l'Allemagne. C'était ça le véritable objectif. Et ça n'a pas marché, puisque, comme vous le savez, en 1938, après les accords de Munich, ces mêmes démocraties occidentales qui ont créé 20 ans plus tôt la Tchécoslovaquie décident d'accepter la demande du chef du parti nationaliste allemand d'annexer la région allemande, les fameuses Sudètes, au Reich. Pourtant, ils avaient créé cet État. Et l'argument important, c'était justement d'avoir 1000 ans de paix en Europe, ce qui est complètement... Enfin, le chef du Parti nationaliste a complètement berné les démocraties occidentales, puisque 6 mois après, il va justement créer le protectorat de Bohème-Moravie. Et donc, du coup, la Slovaquie, elle se retrouve, mais qu'est-ce que je fais? Donc, les Hongrois profitent, eux, pour justement annexer les territoires majoritairement hongrois de la Slovaquie, et le reste du territoire de la Slovaquie, eh bien, est dirigé par cet homme qui est Joseph Tiso, qui forme en fait un État satellite des nazis, nationaliste, et fasciste. Et c'est ainsi qu'on retrouve la Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président Beneš, justement, signe les fameux décrets Beneš qui vont expulser les minorités qui ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, de 41%, les Tchèques passent à 76%. Les Slovaques se maintiennent de 15 à 20%. Et on a une homogénéité de la Tchécoslovaquie avec des Tchèques à l'ouest et des Slovaques à l'est. Et la Ruthénie subcapartique va finir en Ukraine, puisque c'était la demande de Staline. Alors, le régime communiste tchécoslovaque va prendre fin en 1989, au même titre que les autres démocraties populaires, justement suite aux événements qui ont eu lieu en Pologne. Vous avez, à partir de novembre 1989,
des manifestations d'étudiants pour commémorer l'assassinat d'un ancien étudiant qui s'appelle Jan Opletal, qui a justement été tué par la police nazie. Et puis ces manifestations prennent de l'ampleur, puisque vous avez des travailleurs, des intellectuels, des citoyens de tous bords, qui vont rejoindre, qui vont grossir les manifestations. Et le régime communiste, du coup, prend peur et il tue des gens dans cette manifestation. Et vous avez, du coup, des négociations avec les manifestants. Et à la tête de cette manifestation, vous avez des responsables, justement, comme Václav Havel, qui va négocier avec le régime communiste, et notamment avec Gustav Husak. Donc Gustav Husak, c'était le seul dirigeant tchécoslovaque d'origine slovaque. Et ce détail aura son importance. Et au final, cette négociation aboutit à la fin du régime communiste et aux premières élections libres qui seront organisées en juin 1990. Donc très bien, la Tchécoslovaquie connaît ses premières élections libres en 1990. Toutefois, en fait, ce que je dois rajouter, c'est que les relations entre les Tchèques et les Slovaques sont extrêmement tendues. Et ils sont tendus depuis des années. Alors pourquoi? Donc comme je viens de le mentionner, Gustav Husak, c'est le seul dirigeant tchécoslovaque d'origine slovaque. Tous les autres étaient d'origine tchèque. Donc vous voyez déjà, on pourrait se poser la question au niveau de la répartition politique. Alors c'est vrai que les Tchèques sont 2 fois plus nombreux que les Slovaques. Mais tous les investissements économiques étaient dirigés vers la Bohème et la Moravie. Et à chaque fois, la Slovaquie était mise de côté. Donc ça a créé un ressentiment, sachant que, comme je l'ai expliqué également, la Bohème est une région qui a connu très tôt la révolution industrielle. Et donc, il aurait peut-être fallu diriger en priorité les investissements économiques vers la Slovaquie, qui, elle, était beaucoup plus rurale et aussi, du coup, beaucoup plus conservatrice. Ça n'a pas été le cas. Et donc, du coup, on se retrouve effectivement, certes, avec 2 peuples qui peuvent plus ou moins se comprendre, mais qui ont 2 destinées différentes. Le tchèque, qu'on a vu avec la vidéo de la Tchéquie, qui est un peuple beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus riche, plus athée également, beaucoup plus tourné vers l'Occident, et un peuple slovaque qui est beaucoup plus en retrait, qui a dû subir cette majorisation et qui est beaucoup plus conservateur. Et donc, du coup, dans les élections de 1992, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le parti de Vladimir Mečiar, qui est le HZDS, qui remporte les élections en Slovaquie, puisque c'est une fédération, donc les élections se font par État fédéré. Et donc, il termine et remporte les élections en Slovaquie. C'est un parti indépendantiste, donc le programme est clair. Lui, ce qu'il souhaite, c'est l'indépendance de la Slovaquie, tandis que Václav Klaus de l'ODS, dont on avait parlé la dernière vidéo, justement, lui, c'est un économiste et il pense que la Tchéquie peut intégrer beaucoup plus rapidement les instances européennes si il se débarrassait de la Slovaquie, qui est une terre rurale, paysanne, arriérée, c'est un peu ce qu'il pense. Donc, en se délestant de la Slovaquie, il pense que la Tchéquie pourra intégrer beaucoup plus facilement ces instances. Ça a été le cas pour l'OTAN, mais au final, il n'avait pas songé un seul instant que la Slovaquie allait devenir un tigre économique et qu'ils allaient rattraper le retard. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2004, et la Tchéquie et la Slovaquie vont intégrer l'Union européenne. Mais en 1992, c'est un peu le schéma de pensée de Václav Klaus, et il va du coup négocier directement avec Vladimir Mečiar sans aucune consultation du peuple. Et ces négociations en novembre 1992 aboutissent le 1er janvier 1993 à l'indépendance de 2 nouveaux pays, la Tchéquie et la Slovaquie. Et c'est comme ça que la Slovaquie est née, puisqu'on vient de voir qu'il n'y a, à part sous la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu d'État slovaque moderne. Alors, c'est encore critiqué cette décision, puisque eux-mêmes
savait qu'il ne fallait pas faire un référendum, même si vous aviez à peu près 2,5 millions de Tchécoslovaques qui demandaient un référendum, et il savait qu'il ne fallait pas en faire parce que s'il avait eu lieu, eh bien, et les Tchèques et les Slovaques étaient pour le maintien de la Tchécoslovaquie, étaient contre la dissolution de la Tchécoslovaquie. Alors, comme on l'a vu, comme on l'a dit, la Slovaquie est membre de l'Union européenne depuis 2004 et de l'OTAN. Il a fait l'adhésion en même temps. C'est une république qui a un régime parlementaire et une chambre unicamérale. Le président a certes des pouvoirs honorifiques, donc il ressemble un peu à ce qu'on a dans le régime parlementaire, mais il peut quand même dissoudre le Parlement. Justement, il y a eu un référendum en 2023, au cours duquel, justement, on demandait à ce que la possibilité de dissolution de la Chambre, seule Chambre législative, soit aussi possible via le Parlement lui-même ou via les citoyens. Aujourd'hui, c'est uniquement le président. Et malheureusement, ce référendum est un échec. Et donc, encore aujourd'hui, seul le président de la République slovaque peut dissoudre la Chambre législative. Vous avez un scrutin proportionnel plurinominal et ce qui va effectivement conduire, comme on a vu, à une coalition de partis politiques. Et le chef du gouvernement est justement le chef de la majorité parlementaire. Alors, différents partis. D'abord, il faut noter le HZDS, dont nous avons mentionné. C'est le parti de Vladimir Mečiar. C'est celui que vous voyez en bleu. Et puis, comme vous voyez, il tombe. Et effectivement, le parti est dissous en 2014. Il n'existe plus. Ce parti va complètement disparaître après le retrait politique de son fondateur, du père de l'indépendance slovaque, Vladimir Mečiar. Ensuite, vous avez Olano. Donc Olano, c'est un parti qui a été au pouvoir entre 2018 et 2023, puisqu'il vient juste d'avoir des élections législatives en Slovaquie en 2023. Il est dirigé par Igor Matovič, qui était du coup le chef du gouvernement entre 2020 et 2021. C'est plutôt un parti de centre-droit qui a été élu sur le thème principal de la lutte contre la corruption. Ensuite, vous avez le Smer-SD. Alors ça, c'est important. Le chef du parti du Smer-SD, c'est Robert Fico. Alors Robert Fico, c'est une figure incontournable de la politique slovaque, puisqu'il a été chef du gouvernement entre 2006 et 2010, entre 2012 et 2018, et depuis 2023. Donc c'est lui qui vient de remporter les dernières élections législatives. Alors, son parti politique, c'est un parti de centre-gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, justement, on l'a mentionné, la Slovaquie est un pays qui a rattrapé son retard économique au prix de lourdes mesures libérales. Et effectivement, le peuple sentant délaissé, a justement reporté ses voix vers un parti de centre-gauche, qui est justement Robert Fico, qui a justement essayé d'élargir, de répartir la richesse qui venait d'être créée. Puisque effectivement, quand la richesse a été créée, il y a eu de nombreuses inégalités économiques. Et Robert Fico a été du coup a été choisi entre 2006 et 2010 pour cette raison-là. Et ensuite, il est réapparu dans les années 2012-2018 avec un programme beaucoup plus populiste. Donc c'est pour ça que le parti, c'est traditionnellement un parti de centre-gauche, mais c'est devenu un parti populiste, où justement on a l'impression qu'une fois son programme effectué, il fallait créer de nouvelles idées pour attirer à nouveau des électeurs et pour se maintenir au pouvoir. Et donc il a rendu son discours beaucoup plus populiste pour attirer de plus en plus d'électeurs. Et en 2018, il a dû démissionner parce que justement un journaliste qui enquêtait sur la corruption de son parti politique a été assassiné, ainsi que sa compagne. Donc il y a eu des immenses manifestations en Slovaquie en 2018 qui ont conduit à de nouvelles élections et qui ont conduit justement à la victoire d'Olano, qui lui était un parti dont le thème principal est de lutter contre la corruption. Et Robert Fico est demeuré dans l'opposition. Mais effectivement,
il ne voulait qu'une chose, c'est revenir au pouvoir. Et il vient juste de regagner les élections législatives sur le thème de l'immigration, puisque effectivement, vous avez depuis 2022 une hausse importante de migrants qui vient depuis la Hongrie, et il justement plane sur ce danger supposé, et également sur l'inflation depuis la guerre contre l'Ukraine. Donc vous voyez que c'est un chef, un leader, effectivement, qui sait orienter son programme politique en fonction des attentes. Il faut savoir qu'il est également pro-russe et qu'il défend des valeurs très conservatrices sur la famille et donc sur l'immigration. Et justement, en 2018, vous avez une partie de son parti politique qui va faire fraction, qui va justement se diviser, c'est le HLS, qui est dirigé par Peter Pellegrini. C'est bien un Slovaque, c'est son grand-père qui vient d'Italie. Et lui qui est donc un parti de centre-gauche. Et justement, comme on l'a dit, c'est un régime parlementaire où vous avez une coalition de partis, et donc le parti de Smer est obligé de se coaliser avec le HLS pour avoir la majorité au Parlement. Enfin, il faut noter le PS comme Slovaquie progressiste, qui est en fait le deuxième parti. Alors, lui, qui est à l'opposé du programme de Fico, qui défend des valeurs progressistes, qui défend des valeurs sur l'égalité des genres, et la figure de proue de ce parti politique, c'est Zuzana Čaputová, qui est en fait la présidente de la Slovaquie. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en 2018, la Slovaquie choisit quelque chose de beaucoup plus progressiste, c'est-à-dire de choisir une présidente qui est justement partisane de ces valeurs d'égalité, et un Premier ministre dont le thème principal c'est la corruption, et qu'ensuite, en 2023, on revient, en raison du contexte actuel, sur les valeurs incarnées par un chef plus populiste, qui est Robert Fico. Alors, le bilan économique de la Slovaquie est incroyable, il faut le noter, puisque le PIB de la Slovaquie était de 24 milliards de dollars en 2000, et qu'il est de 90 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est une augmentation par 4, ou une augmentation de 380% du PIB. C'est les 30 glorieuses pour la Slovaquie. Et c'est pour cela que la Slovaquie est nommée le tigre des Tatras. D'accord ? La croissance économique de la Slovaquie, c'est 4% par an depuis 2000. Le PIB par habitant, qui était de 5 000 habitants, il est de 15 000, donc il a triplé lui aussi. Le taux de chômage, qui était au-dessus de 10%, est à 7%. Alors, ça reste avec 14 000 dollars par PIB par habitant. La Slovaquie demeure l'un des pays avec l'un des plus faibles taux. Donc, vous avez encore une émigration de la Slovaquie vers l'ouest. Mais le PIB par habitant de la Slovaquie est quand même triplé en 20 ans, ce qui est quand même une prouesse technique. Au niveau de l'emploi, on voit à peu près le même tableau que dans les autres pays européens. 5% de la population travaille dans le secteur primaire, un tiers dans le secteur secondaire et 2 tiers dans le secteur tertiaire. Au niveau de la répartition du PIB, on voit quoi ? On voit à peu près le même schéma que la Tchéquie et la Hongrie. La différence, c'est que la Slovaquie a adopté l'euro depuis 2009. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a différentes formes. On a une forme qui est libérale, pro-européenne, et une autre forme qui est plutôt nationaliste, populiste. Donc c'est lorsque la Slovaquie était beaucoup plus encline vers les valeurs occidentales qu'elle a adopté l'euro. Alors on voit que 4% du PIB slovaque est dédié au secteur primaire. Donc vous voyez que c'est un pays montagneux, donc on peut penser à la sylviculture. L'agriculture va être essentiellement concentrée sur les plaines. Ensuite, au niveau secondaire, on voit qu'un tiers du pays est dédié au secteur secondaire. C'est l'un des taux les plus importants, je l'ai rappelé. Et la raison, elle est simple. Pourquoi en Tchéquie, en Hongrie et en Slovaquie, le secteur secondaire constitue un pourcentage important du PIB? C'est que vous avez une main-d'œuvre qualifiée et bon marché. Vous avez des infrastructures en bon état qui en plus sont aidées par le FEDER, par le Fonds européen
de l'Union européenne. Et ensuite, vous avez la situation géographique. Il faut rappeler que ce sont des pays d'Europe centrale. Et donc, par conséquent, on peut livrer beaucoup plus facilement. 76% des exportations slovaques sont dues au secteur secondaire. Et par le secteur secondaire, on peut notamment noter de grands groupes qui sont installés en Slovaquie. On peut penser notamment à Volkswagen Slovakia, à Kia Motors, à PSA Peugeot Citroën et à US Steel Košice. Donc vous voyez que ce sont des centres, des entreprises qui sont bien installées en Slovaquie et qui vont rayonner, qui vont exporter leurs biens dans le reste de l'Europe. Après le secteur secondaire, il faut effectivement noter le secteur tertiaire qui constitue, on a dit, 2/3 du PIB, donc notamment le commerce du détail, les services financiers, les services publics, le tourisme, les services professionnels, l'éducation, santé et le transport, vous voyez que ça permet de diversifier l'économie slovaque. En termes de grands groupes slovaques, il faut noter l'E7, qui est une entreprise d'informatique, un peu comme en Tchéquie, on avait Avast. Ensuite, vous avez Pivovari Topvar, un peu comme en Tchéquie, vous avez toujours une entreprise de brasserie de bière. Et ensuite, vous avez Slovnaft, qui est une entreprise de raffinerie de pétrole. Alors, pour évoquer avec vous la culture et la société, on va commencer d'abord par la musique. Et le compositeur le plus connu de la musique slovaque, c'est justement Johan Hummel. Alors, il est né à Bratislava, peut-être qu'il est plus d'origine allemande ou hongroise, mais effectivement, il se définit plus comme un résident, comme un musicien, un artiste de l'Empire autrichien. Il a vécu au début du 19e siècle et effectivement, il a été l'élève de Mozart, de Haydn, de Salieri. Il a écrit plus de 100 œuvres, des concertos, des symphonies, des opéras. Ensuite, le deuxième personnage, c'est Alexander Albrecht. Lui, c'est plutôt au début du XXe siècle. C'est aussi un compositeur et un chef d'orchestre, lui slovaque, pour le coup. On a affirmé le caractère slovaque. Et enfin, Eugen Šunken, qui est l'un des plus grands chefs d'orchestre qu'a connu le monde et qui est malheureusement décédé en 1993. Au niveau de la musique, de la danse, vous avez une version slovaque de la polka, vous avez le kolo, que l'on voit plus en Serbie, et ici, vous avez le verbum, qui est une danse masculine qui s'effectue plutôt en cercle. Mais la personnalité que je souhaitais vous présenter, c'est justement Jan Koller. Alors Jan Koller, c'est qui? C'est à la fois un poète, un linguiste et un théologien. Un théologien parce qu'il a écrit de nombreuses œuvres sur la religion, sur la foi, mais il est connu pour être l'un des chefs de file du mouvement de la langue slovaque, puisqu'il a écrit Zvláry Desera, qui est la fille à Slava, et qui est l'une des poésies les plus connues en slovaque, ou c'est un chef-d'œuvre de la poésie slovaque. Et effectivement, il a milité pour la langue slovaque, même si, il faut le noter, il composait également en tchèque. Donc, il était dans les deux. Vous avez aussi Pavol Orskat Jedovslav, vous avez Ludovic Stour, qui est aussi un linguiste, écrivain et politicien. Et pour finir, vous avez Milan Ratislav Stefanic. Alors, Stefanic, c'est qui? Eh bien, c'est un Slovaque qui est parti faire ses études, alors que c'était plutôt une famille modeste, il est parti faire ses études d'astronomie, à l'université de Prague. Et ensuite, il est parti en France, à l'observatoire de Meudon, où justement il a continué ses recherches, où il a même pu avoir la chance d'aller jusqu'à Tahiti. Donc il a continué ses recherches. Il est rentré en France. Il était officier et lorsque la Première Guerre mondiale éclata, il devint général et justement était en charge des légions tchécoslovaques. Au-delà d'être général, d'astronome, il est aussi pilote. Il va devenir politicien. C'est l'un des 3 pères fondateurs de la Tchécoslovaquie, le seul d'origine slovaque, assez intéressante. Concernant la gastronomie slovaque, j'espère que vous aimez les pommes de terre, parce que vous avez des pommes de terre partout. Vous avez les nouilles de pommes de terre qu'on appelle les brindové halušky. Vous avez les pyros qui sont des raviolis avec de la viande, des fromages et également des pommes de terre. Le goulash et le stiemakowa plaska qui est effectivement une crêpe
avec de la pomme de terre. Pour finir, vous avez toujours de la bière. Alors, concernant le sport, il faut noter bien 2 sports pour la Slovaquie. Vous avez d'abord le hockey sur glace. D'ailleurs, la Slovaquie a fini championne du monde en 2022, la Coupe du monde de hockey, et le kayak canoë, puisque les 2 tiers des médailles de la Slovaquie depuis 1996 sont liées à ce sport. Concernant le cyclisme, il faut citer Peter Sagan, qui est le grand champion de cyclisme, sans oublier le football, une quart de finale de la Coupe du monde de 2010, et le basketball. Alors, pour finir, quels sont les défis, les enjeux de la Slovaquie? Alors, il faut d'abord noter que c'est une population vieillissante. Et donc, il y a le problème notamment des retraites, comme partout, mais surtout de se dire que va devenir l'identité du pays. Effectivement, surtout qu'on doit aussi rajouter le fait qu'il y a une minorité hongroise qui envenime les relations entre Bratislava et Budapest, et que vous avez aussi le problème de l'immigration. Aujourd'hui, on considère que 8,5% des Slovaques sont étrangers et que ce chiffre a explosé en 2021, puisque France Info l'a noté, la police parle de 25 000 personnes cette année, alors qu'en 2021, ce chiffre s'élevait en moyenne à 2500. Et effectivement, ce problème d'intégration, eh bien, les politiciens vont le soulever et vont jouer avec. C'est le défi du populisme. Vous avez notamment, on a dit, Fico qui a été élu, et il a été élu sur le thème de l'immigration, sur le thème de l'intégration. Et notamment, vous savez que l'Union européenne peut imposer des quotas sur l'immigration, donc ça envenime ça, sur le dialogue anti-Bruxelles. Et puis on doit se poser la question de la place de la Slovaquie. Est-ce que c'est un pays tourné vers l'Occident, puisque c'est un pays catholique qui a fait partie de l'Empire autrichien, qui a adopté l'euro, qui est membre de l'Union européenne, ou est-ce que c'est un pays qui fait partie de l'espace plus russe, puisque son Premier ministre est pro-russe, c'est un pays qui est slave, comme la Russie, et qui dépend de ses livraisons de gaz. Donc la question de la place de la Slovaquie. On voit aussi que l'une des raisons pour laquelle la Slovaquie a élu Robert Fico, c'est sur l'inflation. Donc, et malgré le fait que la Slovaquie soit dans la zone euro, elle a 11%, c'est un des plus hauts de la zone euro, parce que justement sa position géographique rappelle au pays qu'il est dans l'Europe centrale, mais à l'extrémité est de l'Europe centrale. Et enfin, vous avez un déséquilibre entre Bratislava et le reste du territoire. On l'a noté, le découpage administratif, géographique et démographique a atteint ses limites. C'est maintenant le recoupage économique. Et comment Bratislava va pouvoir faire en sorte que les investissements économiques ne soient pas uniquement concentrés à Bratislava. Et là, on voit un peu que l'histoire se répète, puisque justement, ce qui a mis fin à Tchécoslovaquie, ou en tout cas l'une des raisons, ce sont les tensions qui étaient liées justement au fait que tous les investissements économiques étaient tournés vers Prague. Enfin, dernière chose, c'est l'environnement. On a effectivement de grandes inquiétudes concernant la pollution de l'air et de l'eau suite à l'histoire de la Slovaquie. Voilà. Alors, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager. On a eu beaucoup d'inscrits, mais partagez cette vidéo. Et moi, je vous revois pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.